sous le soleil brûlant de Mésopotamie, il y a plus de 4000 ans, des scribes sumériens gravaient sur des tablettes d'argile des récits qui défieraient la raison. Leur stylus traçait avec précision les noms d'êtres venus du ciel. Pas des métaphores, pas des légendes floues transmises par tradition orale. Des descriptions détaillées, systématiques, répétées dans des milliers de textes répartis sur des siècles. Des êtres qui marchaient parmi les hommes, qui leur enseignaient, qui les gouvernaient. Dans les ruines enfouies dures de Nippur, d'Éridu, les archéologues ont exhumé ces voix anciennes. Chaque tablette raconte la même histoire impossible. Une civilisation surgit du néant, avec une sophistication vertigineuse. Les mathématiques s'épanouissent. L'astronomie cartographie les cieux avec une précision qui embarrassera les savants pendant des millénaires. Les Sumériens affirment que tout leur fut donné. Par les Anunnaki, par ceux qui descendirent. Hollywood a transformé ces récits en spectacles. Vaisseaux spatiaux étincelants. La culture populaire a construit un mythe moderne si séduisant qu'il a éclipsé la véritable énigme. Mais les tablettes originales, celles qui dorment dans les musées, celles que personne ne prend le temps de lire vraiment, racontent une histoire beaucoup plus troublante et beaucoup plus humaine. Car Sumer ne devrait pas exister. Pas si vite. Pas avec cette complexité totale dès ses premiers instants. Les civilisations émergent par accumulation lente, par essais et erreurs, étalés sur des millénaires. Sumer ignore ses règles. Elle surgit complète, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Les Sumériens eux-mêmes semblaient conscients de cette anomalie. Leur réponse ? Les Anunnaki leur ont tout appris. Cette nuit, les tablettes parlent. Elles révèlent qui étaient vraiment ces êtres. Pas la version fantasmée des documentaires sensationnalistes. La vérité archéologique, celle que les preuves matérielles dessinent avec une clarté impitoyable. Une vérité qui ne vous laissera pas indifférent, car elle ne concerne pas des visiteurs cosmiques. Elle concerne nous, ce que nous sommes capables de créer, ce que nous avons oublié de nous-mêmes. Vous êtes agenouillés dans la poussière brûlante du sud de l'Irak. L'air vibre à 45 degrés. Aucune ombre, aucun mouvement d'eau visible à l'horizon. Juste des collines artificielles qui s'élèvent du désert comme des tumeurs géologiques. C'est elles, ces monticules façonnés par des millénaires de civilisations effondrées, les unes sur les autres. Sous vos mains gantées, une tablette d'argile émerge du sol. Elle a dormi ici pendant 4000 ans. Vous essuyez délicatement la terre ocre qui la recouvre. Des marques cunéiformes apparaissent, nettes, précises, inaltérées. Elles racontent une histoire qui ne devrait pas exister. Cette scène s'est répétée des milliers de fois depuis le XIXe siècle. À Ur, à Nippur, à Eridu, à Lagash, partout où les archéologues ont enfoncé leurs pelles dans le sol mésopotamien, ils ont découvert la même chose. Pas des poteries brisées, pas des ossements anonymes, des bibliothèques entières gravées dans l'argile. Plus de 500 000 tablettes ont été exhumées à ce jour. La plupart dorment encore dans les réserves des musées, non traduites, non étudiées. Mais celles qui ont été déchiffrées révèlent quelque chose de profondément troublant. Elles parlent des Anunnaki, encore et encore, dans des contextes administratifs, religieux, mythologiques, historiques.
Ces êtres ne sont pas une note de bas de page. Ils sont omniprésents dans la conscience sumérienne. Le nom lui-même défie nos catégories modernes. Anunnaki. En sumérien, cela se décompose en 3 éléments. An, le ciel. Unna, l'autorité ou le pouvoir. Ki, la terre. Littéralement, ceux qui du ciel à la terre descendirent. Pas une interprétation poétique, pas une licence artistique. C'est ce que le mot signifie. Les Sumériens n'utilisaient pas de métaphores floues pour des concepts abstraits. Leur langue était précise, technique, concrète. Quand ils disaient que les Anunnaki descendèrent du ciel, ils décrivaient un mouvement physique. Quand ils affirmaient que ces êtres leur avaient enseigné l'agriculture, l'écriture, les mathématiques, la médecine, ils listaient des actes spécifiques. Les tablettes ne sont pas des poèmes mystiques. Ce sont des inventaires, des chroniques, des contrats légaux qui mentionnent les Anunnaki comme témoins. Prenez la liste royale sumérienne, découverte en 1906 par Hermann Hilprecht. Cette tablette recense tous les rois qui ont gouverné Sumer depuis le début des temps. Elle commence par une phrase qui a fait sourciller les historiens pendant un siècle. Avant le déluge, la royauté descendit du ciel. Elle liste 8 rois antédiluviens, dont les règnes s'étendent sur des dizaines de milliers d'années. Absurde, ont décrété les chercheurs. Mythologie pure. Mais ensuite, la liste devient soudainement rationnelle. Après le déluge, les durées de règne s'effondrent à des chiffres humains crédibles. 20 ans, 36 ans, 41 ans. Et ces rois-là, nous les retrouvons dans d'autres sources. Leurs palais ont été excavés, leurs sceaux identifiés, leurs guerres documentées. La liste royale mélange mythe et histoire vérifiable sans transition, comme si les deux appartenaient au même registre de réalité. Mais ce n'est pas tout. Les textes sumériens ne se contentent pas de nommer les Anunnaki. Ils les décrivent avec une précision qui glace le sang. Ils arrivaient dans des objets volants appelés meux. Ils portaient des armes qui émettaient de la lumière et détruisaient les montagnes. Ils vivaient dans des structures qui brillaient comme le soleil levant. Leur chef, Anu, résidait au-delà des étoiles visibles. Son fils, Enlil, commandait les opérations terrestres depuis Nippur. Un autre fils, Enki, maîtrisait ce que les Sumériens appelaient l'art de façonner l'humanité. Ces détails ne varient pas d'un texte à l'autre. Ils sont cohérents, répétés, systématiques, comme si les scribes copiaient à partir d'archives centrales dont chaque temple possédait une version. En 1849, Austen Henry Layard commença à fouiller Ninive, la capitale assyrienne. Dans les ruines du palais d'Assurbanipal, il découvrit la bibliothèque royale, 22 000 tablettes, la plus grande collection de textes cunéiformes jamais trouvée intacte. Parmi elles, l'épopée de Gilgamesh, le récit du déluge, les hymnes aux Anunnaki, mais aussi des textes techniques, des traités d'astronomie qui listaient les positions des planètes avec une précision qui ne sera égalée qu'au XVIIIe siècle de notre ère, des tables mathématiques utilisant un système sexagésimal que nous employons encore pour mesurer le temps et les angles, des manuels médicaux décrivant des procédures chirurgicales sophistiquées. Et chacun de ces textes attribuait ses connaissances aux Anunnaki. Ils nous ont enseigné comment observer les étoiles. Ils nous ont montré comment diviser le cercle. Ils nous ont révélé comment guérir les maladies. La question s'impose alors avec une force brutale. Qui étaient ces êtres ? Les Sumériens n'étaient pas des primitifs superstitieux.
Ils ont inventé l'écriture, construit les premières villes, créé le premier code de loi, développé l'irrigation à grande échelle. Ils ne confondaient pas légende et réalité. Ils tenaient des registres méticuleux de leurs transactions commerciales, de leurs récoltes, de leurs inventaires de bétail. Ces gens savaient compter, ils savaient observer, ils savaient documenter. Alors pourquoi, dans leurs archives les plus solennelles, affirmaient-ils avec une constance absolue que leur civilisation n'était pas leur création, que tout avait été reçu, que les Anunnaki étaient les véritables architectes de Sumer? Le monde moderne a deux réponses prêtes. La première, c'était leur Dieu, rien de plus. Toutes les civilisations anciennes attribuaient leurs origines à des divinités. Les Grecs avaient Prométhée qui leur donnait le feu. Les Égyptiens avaient Thoth qui leur enseignait l'écriture. Les Sumériens avaient les Anunnaki. Explication close. La seconde réponse, plus récente, plus sensationnelle, c'était des extraterrestres, des visiteurs venus d'ailleurs qui ont génétiquement modifié des primates pour créer l'humanité moderne. Ils ont construit les ziggourats. Ils possédaient une technologie si avancée qu'elle semblait magique. Puis ils sont partis, nous laissant avec des fragments de leur savoir. Mais aucune de ces réponses ne résiste à l'examen. La première ignore la spécificité des textes sumériens. Les Anunnaki ne sont pas décrits comme des forces naturelles personnifiées. Ils ne sont pas le vent, le soleil, la pluie. Ils ont des généalogies précises, des fonctions administratives définies, des conflits politiques documentés. Ils mangent, ils boivent, ils se disputent, ils meurent. Ce ne sont pas des concepts métaphysiques. La seconde réponse, la théorie extraterrestre, commet l'erreur inverse. Elle prend le langage sumérien au pied de la lettre, sans comprendre le contexte culturel. Elle cherche des vaisseaux spatiaux, là où les textes décrivent des barques divines. Elle voit des lasers, là où les Sumériens parlent d'armes brillantes. Elle projette notre fiction sur leur cosmologie. La vérité se cache dans un troisième espace. Un espace que personne ne veut explorer parce qu'il exige quelque chose de plus difficile que la foi ou le scepticisme confortable. Il exige que nous prenions les Sumériens au sérieux, pas comme des conteurs de fables, pas comme des témoins d'invasions extraterrestres, mais comme des êtres humains, aussi intelligents que nous, confrontés à quelque chose qu'ils tentaient désespérément de comprendre et de transmettre, quelque chose qui les avait transformés, quelque chose qui avait fait d'eux la première civilisation. Ce soir, les tablettes vont parler, pas la version hollywoodienne, pas les théories du complot, la voix des Sumériens eux-mêmes, telle que leurs propres mots la révèlent quand on prend le temps de les écouter vraiment. Et cette voix murmure une vérité beaucoup plus dérangeante que n'importe quelle fiction. Elle dit « Nous savions, nous avons tout documenté, nous vous avons laissé les preuves, mais vous ne regardez pas au bon endroit, vous cherchez des dieux ou des aliens. Vous devriez chercher des humains qui ont accompli l'impossible. » En 1968, un livre changea tout. Chariots of the Gods, écrit par Erich von Däniken, proposa une thèse explosive. Les Anunnaki n'étaient pas des dieux, c'étaient des extraterrestres. Ils avaient visité la Terre il y a des millénaires, modifié génétiquement des primates pour créer l'Homo sapiens, construit les monuments impossibles de l'Antiquité, puis étaient repartis vers les étoiles. Le livre se vendit à des millions d'exemplaires. Il inspira des documentaires, des films, des séries télévisées.
Il créa une industrie entière et il enterra la vérité sous une montagne de spéculations sensationnalistes. La théorie séduisait par sa simplicité brutale. Comment expliquer que Sumer surgisse du néant avec une sophistication complète? Des aliens l'ont créé. Comment expliquer les connaissances astronomiques impossibles des Sumériens? Des aliens les leur ont données. Comment expliquer les ziggourats monumentales? Des aliens les ont construites avec une technologie avancée. Chaque mystère recevait la même réponse. Chaque anomalie trouvait le même coupable. C'était propre. C'était excitant. C'était totalement faux. Mais avant d'expliquer pourquoi, il faut comprendre comment ce mythe moderne a pu s'implanter si profondément dans notre conscience collective. La faute revient en partie à Hollywood. Les films des années 70 et 80 avaient besoin d'antagonistes exotiques. Les extraterrestres anciens offraient un filon parfait. Ils permettaient de mélanger archéologie, fiction et théorie du complot dans un cocktail irrésistible. Stargate transforma les Anunnaki en parasites extraterrestres qui se faisaient passer pour des dieux égyptiens. Ancient Aliens, la série documentaire lancée en 2009, consacra des dizaines d'épisodes à démontrer que chaque civilisation ancienne avait été visitée par des êtres venus du ciel. Les pyramides, aliens. Les lignes de Nazca, aliens. Stonehenge, aliens. Les Anunnaki sumériens, le prototype originel de tous ces contacts. L'histoire que les autres cultures avaient ensuite copiée et adaptée. Mais voici ce que ces théories ignorent systématiquement. Les tablettes sumériennes ne décrivent jamais les Anunnaki comme des visiteurs. Elles les présentent comme des résidents permanents. Ils ne débarquent pas d'un vaisseau spatial brillant pour une mission éclair. Ils vivent à Nippur, à Eridu, à Ur. Ils ont des maisons, des temples, des familles. Leurs enfants naissent sur Terre et y grandissent. Leurs conflits politiques s'étalent sur des générations. L'Atrahasis, un texte majeur daté de 1700 avant notre ère, raconte comment les Anunnaki se sont rebellés contre leur propre hiérarchie parce qu'ils étaient épuisés par le travail de creuser des canaux d'irrigation. Des extraterrestres, avec une technologie supérieure, qui se plaignent de creuser des fossés à la main. Ça ne colle pas. Allons plus loin. La théorie extraterrestre affirme que les Anunnaki ont génétiquement créé l'humanité moderne. Von Däniken et ses successeurs citent l'Enuma Elish, le mythe de création babylonien, où Enki façonne l'humanité à partir d'argile mélangée au sang d'un dieu sacrifié. Preuve évidente de manipulation génétique, proclame-t-il. Sauf que ce passage est clairement métaphorique. Les Mésopotamiens travaillaient l'argile quotidiennement. C'était leur matériau de construction, leur support d'écriture, leur médium artistique. Dire que l'humanité était façonnée d'argile, c'était dire qu'elle appartenait à la terre mésopotamienne. Le sang du Dieu représentait le souffle divin, l'étincelle de conscience. C'est une cosmogonie poétique, pas un manuel de biologie moléculaire. Mais la faille la plus évidente dans la théorie extraterrestre concerne la chronologie. Les partisans affirment que les Anunnaki sont arrivés il y a environ 450 000 ans et ont créé l'Homo sapiens il y a 300 000 ans. Ces chiffres proviennent d'une lecture littérale de la liste royale sumérienne et de ses règnes antédiluviens démesurés. Le problème ? L'archéologie moderne prouve que l'Homo sapiens a évolué en Afrique il y a environ 300 000 ans, oui. Mais Sumer n'apparaît que vers 3500 avant notre ère. Un fossé
de presque 300 000 ans. Si les Anunnaki avaient créé l'humanité en Mésopotamie, pourquoi toutes les preuves fossiles les plus anciennes se trouvent-elles en Afrique? Pourquoi l'ADN de tous les humains modernes remonte-t-il à des populations africaines? Les théoriciens extraterrestres n'ont jamais répondu à cette question. Et puis il y a le problème des preuves matérielles. Où sont les artefacts? Si des êtres possédant une technologie capable de voyager entre les étoiles ont passé des millénaires sur Terre, où sont leurs outils, leurs véhicules, leurs structures? Les partisans pointent vers les ziggourats. Mais nous savons exactement comment ces monuments ont été construits. Les archéologues ont retrouvé les briques marquées du nom des rois qui les ont commandées, les contrats de travail des ouvriers, les outils de construction abandonnés sur les chantiers. Les ziggourats sont impressionnantes, certes, mais elles sont entièrement humaines. Aucune anomalie technologique, aucun matériau inexplicable, juste des millions de briques d'argile empilées avec un savoir-faire remarquable, mais parfaitement compréhensible. La réalité est plus complexe et plus dérangeante que le mythe extraterrestre. Quand les Sumériens écrivaient que les Anunnaki descendaient du ciel, ils utilisaient un langage cosmologique standard. Dans leur vision de l'univers, le ciel était le domaine du divin. La terre était le domaine de l'humanité. Les enfers étaient le domaine des morts. Dire qu'une entité descendait du ciel signifiait qu'elle possédait une autorité divine, pas qu'elle voyageait littéralement depuis une autre planète. De même, quand ils affirmaient que les Anunnaki leur avaient enseigné l'agriculture, ils ne décrivaient pas un cours magistral donné par des professeurs extraterrestres. Ils exprimaient que ces connaissances avaient une origine sacrée, qu'elles faisaient partie de l'ordre cosmique établi par les puissances divines. Mais cela ne résout pas le mystère fondamental. Si les Anunnaki n'étaient pas des extraterrestres, qui étaient-ils vraiment? La réponse conventionnelle des historiens est simple. C'étaient des dieux. Point final. Les Sumériens avaient un panthéon complexe de divinités, et les Anunnaki en faisaient partie. Rien de plus fascinant qu'Apollon, Zeus ou Odin. Des projections anthropomorphiques des forces naturelles et des anxiétés sociales. Cette explication satisfait l'Académie. Elle classe les Anunnaki dans une catégorie confortable et familière. Elle permet de refermer le dossier. Mais elle ignore quelque chose de crucial. Les textes sumériens ne traitent jamais les Anunnaki comme des abstractions. Ils les documentent avec une précision bureaucratique obsessionnelle. Anu règne depuis le ciel. Enlil gouverne l'atmosphère et commande depuis Nippur. Enki contrôle les eaux souterraines et réside à Eridu. Ninursag supervise la naissance et la fertilité. Chacun possède des domaines d'autorité spécifiques, des temples dédiés, des offrandes prescrites, des rituels définis. Ce ne sont pas des forces naturelles vaguement personnifiées, ce sont des administrateurs d'un système complexe. Et c'est là que se cache la vraie question. Pourquoi les Sumériens avaient-ils besoin d'un panthéon aussi élaboré et hiérarchisé? La réponse commence à émerger quand on compare Sumer à d'autres cultures néolithiques contemporaines. Vers 3500 avant notre ère, la plupart des groupes humains vivaient encore en petites communautés tribales. Agriculture de subsistance, pas d'écriture, pas de ville, structure sociale relativement égalitaire. Puis, Sumer apparaît, 10 000 habitants à Uruk, 40 000 à son apogée, administration centralisée, hiérarchie complexe, spécialisation du travail, contrôle hydraulique massif.
Cette transition ne s'est pas faite naturellement. Elle a exigé une révolution conceptuelle. Les humains ont dû accepter de vivre sous l'autorité d'institutions abstraites, de travailler pour des projets collectifs dont ils ne verraient jamais l'achèvement, de nourrir des spécialistes qui ne produisaient pas leur propre nourriture. Cette acceptation nécessitait une justification, une légitimation. Les Anunnaki étaient cette légitimation. Ils n'étaient pas des extraterrestres. Ils n'étaient pas simplement des dieux mythologiques. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, une technologie sociale, le système d'exploitation qui permettait à la première civilisation de fonctionner. Et comprendre ce système, comprendre comment il a été conçu et déployé, révèle une vérité stupéfiante sur l'ingéniosité humaine. Une vérité que le mythe extraterrestre a occultée. Une vérité que nous sommes enfin prêts à entendre. Vers 3500 avant notre ère, quelque chose d'impossible se produisit dans le sud de la Mésopotamie. En l'espace de quelques générations, peut-être moins, une civilisation complète émergea du néant. Pas un village qui grandit lentement, pas une chefferie qui évolue progressivement vers un État. Une éruption de complexité, des cités de plusieurs milliers d'habitants, des temples monumentaux, un système d'écriture fonctionnel, des réseaux commerciaux s'étendant sur des centaines de kilomètres, une administration centralisée, des spécialistes à temps plein. Tout cela apparut simultanément, comme si quelqu'un avait assemblé les pièces d'un puzzle cosmique en une nuit. Les archéologues appellent ce phénomène la révolution urbaine. Mais ce terme masque l'ampleur de l'anomalie. Les révolutions prennent du temps. Elles s'étalent sur des siècles, laissant des traces d'expérimentation, d'échecs, d'ajustements progressifs. Sumer ignore ces règles. La période d'Uruk, du nom de la plus grande cité sumérienne, ne montre aucune phase de tâtonnement. Les premières tablettes d'écriture ne sont pas des gribouillis primitifs. Ce sont des documents administratifs sophistiqués, utilisant un système de symboles déjà standardisé. Les premiers temples ne sont pas des huttes agrandies. Ce sont des structures monumentales, suivant des plans architecturaux complexes. Les premières lois ne sont pas des coutumes tribales vagues. Ce sont des codes juridiques précis régissant les contrats, les propriétés, les héritages. Sumer surgit adulte. Prenez l'écriture cunéiforme. Elle apparaît vers 3200 avant notre ère à Uruk. Les premières tablettes retrouvées ne sont pas des récits mythologiques. Ce sont des inventaires, des listes de moutons, des comptes de céréales, des registres de travailleurs. L'écriture n'a pas été inventée pour raconter des histoires ou honorer des dieux. Elle a été créée pour gérer la complexité, pour suivre les surplus agricoles, pour administrer les distributions de rations, pour comptabiliser les taxes. Et elle était déjà fonctionnelle dès son apparition documentée. Plus de 1200 symboles différents, des règles grammaticales cohérentes, une capacité à exprimer non seulement des objets concrets, mais aussi des concepts abstraits. Comment développe-t-on un tel système sans phase d'expérimentation visible? La réponse standard des historiens invoque une période de développement antérieure, non documentée. Sumer n'est pas vraiment apparue du néant, disent-ils. Elle a émergé de cultures néolithiques plus anciennes, comme Hassuna, Samarra, Halaf. Ces cultures avaient développé l'agriculture, la poterie, les premiers villages permanents. Sumer a simplement poursuivi cette évolution. Mais cette explication s'effondre face aux données archéologiques.
Les sites de la période Halaf, datant de 6000 à 5300 avant notre ère, montrent des villages de quelques centaines d'habitants, tout au plus. Poterie décorée, agriculture céréalière basique, structure domestique simple, aucune écriture, aucune administration centralisée, aucune spécialisation artisanale avancée. Puis, après un hiatus d'environ 2000 ans, Sumer explose avec une sophistication complète. Le fossé est trop large, la transition trop brutale. Considérez les mathématiques sumériennes. Elles utilisaient un système sexagésimal basé sur 60. Pourquoi 60? Parce que ce nombre est divisible par 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 et 30. Il permet des calculs fractionnaires sans décimales. C'est un choix de génie mathématique. Et les Sumériens ne se contentaient pas d'arithmétique basique. Ils avaient développé des tables de multiplication, des tables de division, des tables de racines carrées, des calculs d'aires et de volumes, des problèmes algébriques impliquant des équations du second degré. Tout cela avant 3000 avant notre ère. Les Grecs, que nous célébrons comme les pères des mathématiques, arriveront 2500 ans plus tard, et ils utiliseront toujours le système sexagésimal sumérien pour mesurer les angles et le temps. L'astronomie sumérienne est encore plus troublante. Ils avaient identifié les 5 planètes visibles à l'œil nu: Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne. Ils connaissaient la durée de l'année solaire avec une précision de quelques minutes. Ils avaient calculé les cycles lunaires avec une exactitude qui ne sera égalée qu'au XVe siècle. Ils avaient divisé le ciel en 12 constellations zodiacales. Leur calendrier alternait des mois de 29 et 30 jours pour s'aligner sur les phases lunaires, tout en restant synchronisé avec les saisons agricoles. Ce niveau de sophistication astronomique exige des siècles d'observation méticuleuse. Où sont les traces de ce travail préparatoire? Où sont les erreurs, les approximations, les tâtonnements qui précèdent toujours les connaissances précises? Et puis, il y a les systèmes juridiques. Le code d'Ur-Nammu, datant d'environ 2100 avant notre ère, est le plus ancien code de loi connu. Mais il ne représente pas une première tentative maladroite de codifier la justice. Il est déjà sophistiqué. Il distingue entre meurtre intentionnel et homicide involontaire. Il établit des compensations financières graduées selon la gravité des blessures. Il régule les divorces, les héritages, les fausses accusations. Il fixe les salaires des travailleurs selon leurs compétences. Ce texte présuppose une société avec des classes sociales différenciées, une économie monétaire fonctionnelle, des tribunaux établis, des précédents juridiques. Tout cela existait déjà quand Ur-Nammu a fait graver son code, ce qui signifie que la tradition juridique sumérienne était encore plus ancienne. Mais de combien? Et où sont les documents antérieurs? L'ingénierie hydraulique sumérienne pose la même énigme. Le sud de la Mésopotamie est une plaine alluviale plate, sans relief naturel pour diriger l'eau. Les rivières Tigre et Euphrate inondent de manière imprévisible. Trop d'eau au printemps, trop peu en été. Les Sumériens ont résolu ce problème avec un réseau d'irrigation massif. Des canaux principaux, des canaux secondaires, des bassins de rétention, des écluses, des digues, un système qui s'étendait sur des centaines de kilomètres et nécessitait une coordination entre plusieurs cités. Ce n'était pas de l'ingénierie locale improvisée.
C'était une planification hydraulique à l'échelle régionale. Qui a conçu ce système? Qui a convaincu des cités indépendantes de coopérer? Comment ont-ils calculé les pentes, les débits, les capacités sans instruments de mesure modernes? La métallurgie sumérienne ajoute une couche supplémentaire au mystère. Vers 3000 avant notre ère, ils travaillaient déjà le bronze. Pas le cuivre pur, relativement mou et facile à marteler. Le bronze, un alliage de cuivre et d'étain qui exige des températures de fusion précises et des proportions exactes. L'étain ne se trouve pas en Mésopotamie. Il devait être importé depuis des régions lointaines, peut-être l'Afghanistan ou l'Anatolie, ce qui signifie que les Sumériens avaient établi des routes commerciales transcontinentales dès leur début. Ils savaient où trouver les minerais rares. Ils savaient comment négocier avec des cultures éloignées. Ils maîtrisaient la logistique nécessaire pour transporter des matériaux lourds sur des milliers de kilomètres. Cette sophistication commerciale apparaît pleinement formée. Aucune phase d'apprentissage visible. Face à cette avalanche d'anomalies, 3 positions émergent. La première, extraterrestre, affirme que des visiteurs cosmiques ont transmis toutes ces connaissances. Nous avons déjà vu pourquoi cette explication échoue. La seconde, académique, insiste que tout s'explique par une évolution graduelle dont les traces ont disparu. Mais l'absence de preuves devient suspecte quand elle est systématique. La troisième position, celle que peu osent formuler, suggère quelque chose de plus dérangeant. Et si Sumer n'était pas la première civilisation? Et si quelque chose d'antérieur, d'encore plus ancien, avait existé et transmis son savoir avant de disparaître sans laisser de traces monumentales? Cette hypothèse n'est pas aussi folle qu'elle paraît. La période entre 10 000 et 3500 avant notre ère reste largement inexplorée archéologiquement. Des millénaires d'histoire humaine dont nous ne savons presque rien. Les grandes fouilles se concentrent sur les sites monumentaux évidents. Mais que se passe-t-il si une culture sophistiquée, construisant principalement avec des matériaux périssables, avait existé et s'était effondrée? Que se passe-t-il si Sumer n'a pas inventé mais redécouvert? Ou mieux, que se passe-t-il si Sumer représente quelque chose de plus étrange encore? Non pas une civilisation qui a reçu ses connaissances d'ailleurs, mais une civilisation qui a compris comment systématiser l'innovation humaine elle-même. C'est cette dernière possibilité que nous devons examiner, car les Sumériens n'ont pas seulement créé des technologies impressionnantes, ils ont créé un système pour créer des technologies. Ils ont institutionnalisé l'innovation. Et au cœur de ce système se trouvaient les Anunnaki, pas comme donneurs de savoir, mais comme structure organisationnelle, comme architecture cognitive permettant à des milliers d'humains de coopérer vers des objectifs communs. Comprendre cette structure, c'est comprendre comment l'impossible devint réalité. Il est temps de lire les tablettes, vraiment les lire. Pas à travers le filtre des théories extraterrestres, pas à travers les simplifications académiques qui les réduisent à de simples mythes, mais avec la même attention qu'un Sumérien du 3e millénaire avant notre ère leur accordait. Car ces textes ne sont pas ambigus. Ils décrivent les Anunnaki avec une précision administrative qui laisse peu de place à l'interprétation fantaisiste. Et cette précision révèle quelque chose de beaucoup plus sophistiqué qu'une invasion extraterrestre ou qu'un panthéon mythologique ordinaire. Elle révèle un système
conçus pour organiser la réalité elle-même. Commençons par la structure hiérarchique. Au sommet siège Anu, dont le nom signifie littéralement ciel. Il ne descend jamais sur terre dans les textes canoniques. Il reste dans son domaine céleste, le An. Il représente l'autorité ultime, distante, presque abstraite. En dessous de lui, 7 dieux majeurs forment le Conseil suprême. Enlil, seigneur du vent et de l'atmosphère, qui gouverne depuis Nippur. Enki, maître des eaux douces souterraines, qui réside à Eridu. Ninursag, mère des créatures vivantes. Nana, dieu de la lune. Utu, dieu du soleil et de la justice. Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. Chacun possède un domaine physique précis, pas des concepts abstraits, des territoires géographiques et des ressources naturelles spécifiques. Mais ces 7 ne sont que le sommet visible. En dessous, 50 Anunnaki forment l'assemblée divine complète. Chacun a une fonction définie, des dieux de villes spécifiques, des dieux de métiers particuliers, des dieux supervisant des aspects précis de l'agriculture, de l'artisanat, du commerce. Et en dessous encore, les Igigi, parfois comptés au nombre de 300, qui exécutent les travaux assignés par les Anunnaki supérieurs. Cette structure n'est pas celle d'une invasion extraterrestre. C'est une bureaucratie céleste, un organigramme cosmique qui reflète exactement l'organisation administrative des cités sumériennes elles-mêmes. Chaque temple avait son administrateur en chef. Chaque domaine agricole avait ses superviseurs. Chaque atelier avait ses contremaîtres. Les Anunnaki n'étaient pas des aliens. Ils étaient la projection divine de l'ordre social sumérien. Prenez l'Atrahasis, le texte qui raconte la création de l'humanité. Voici ce qu'il dit réellement. Les Anunnaki creusaient les canaux qui irriguaient la Mésopotamie. Ils construisaient les digues qui contenaient les crues. Ils travaillaient sans relâche pendant 40 ans. Puis, ils se sont rebellés. Ils ont brûlé leurs outils. Ils ont assiégé la demeure d'Enlil en pleine nuit. Enlil convoque le conseil des 7 grands dieux. Anu propose une solution. Créer des travailleurs de substitution, des êtres qui porteront le fardeau à la place des Anunnaki. Enki façonne ces créatures à partir d'argile mélangée au sang et à la chair d'un dieu mineur sacrifié. L'humanité naît, non pas comme l'apogée de la création, mais comme une solution ouvrière à un conflit de travail divin. Ce récit a choqué les lecteurs modernes. Des dieux qui se plaignent de travail manuel, des divinités qui font la grève. Ça ne correspond pas à notre image du divin comme transcendant, omnipotent, au-delà des préoccupations matérielles. Mais les Sumériens n'avaient jamais prétendu que leur Dieu était transcendant. Leurs textes les décrivent mangeant, buvant, se disputant, tombant malades, mourant parfois. Les Anunnaki n'étaient pas des êtres parfaits, habitant une dimension spirituelle pure. Ils étaient des puissances immanentes, ancrées dans le monde physique. Et cette immanence avait une fonction précise. Elle rendait l'ordre social visible, tangible, incontestable. Considérez comment fonctionnait une cité sumérienne. Uruk, au sommet de sa puissance, comptait 40 000 habitants. Comment maintenir l'ordre parmi une telle population sans police permanente? Comment garantir que les agriculteurs livrent leur surplus au temple? Comment s'assurer que les artisans respectent les standards de qualité? Comment convaincre des milliers de personnes de creuser des canaux dont elles ne verront jamais l'achèvement? La réponse sumérienne était géniale. Chaque activité économique n'était pas simplement un travail.
C'était un rituel sacré supervisé par un Anunnaki spécifique. Labourer les champs n'était pas de l'agriculture. C'était servir Enkidu, dieu des canaux et des cultures. Tisser n'était pas de l'artisanat. C'était honorer Utu, déesse des textiles. Chaque transaction commerciale invoquait Nidaba, déesse des scribes et des comptes. Cette fusion du sacré et du pratique transformait chaque acte économique en obligation religieuse. Elle éliminait la distinction entre obéissance civile et piété. Elle rendait la dissidence non seulement illégale, mais blasphématoire. Et elle explique pourquoi les temples sumériens étaient simultanément des lieux de culte, des centres administratifs, des entrepôts de stockage, des ateliers de production et des tribunaux. Le temple n'était pas séparé de l'économie. Il était l'économie. Et les Anunnaki n'étaient pas des entités distinctes de la structure sociale. Ils étaient la structure sociale rendue divine. Mais cela n'explique toujours pas la phrase qui obsède les théoriciens extraterrestres. Les Anunnaki descendirent du ciel. Ce langage semble trop spécifique pour être purement métaphorique. Alors, examinons le contexte linguistique et cosmologique sumérien. Dans leur vision de l'univers, la réalité était divisée en 3 domaines superposés. An, le ciel, domaine d'Anu et des astres. Ki, la terre, domaine des humains et des cités. Kur, le monde souterrain, domaine des morts. Ces 3 niveaux n'étaient pas métaphoriques. Ils correspondaient à une géographie verticale réelle. Le ciel physique au-dessus, la surface terrestre, les eaux souterraines et les grottes en dessous. Quand les textes disent que les Anunnaki descendirent du Han vers le Ki, ils décrivent un mouvement dans cette cosmologie tripartite. Mais ce mouvement n'était pas physique au sens où nous l'entendons. C'était ontologique. Les Anunnaki commençaient comme des puissances célestes, abstraites, associées aux étoiles et aux planètes. Puis ils devenaient immanents. Ils s'incarnaient dans des lieux terrestres spécifiques. Enlil descendait à Nippur. Enki descendait à Eridu. Nana descendait à Ur. Cette descente marquait la transition du potentiel cosmique vers la manifestation terrestre, du principe vers l'incarnation. C'était le langage de la théophanie, pas de la fiction. Et voici la preuve définitive que cette interprétation est correcte. Les textes décrivent également le mouvement inverse. Des rois sumériens, après leur mort, sont dits monter au ciel et rejoindre l'assemblée des Anunnaki. Gilgamesh, selon les légendes, devient lui-même un juge dans le monde souterrain, aux côtés des dieux infernaux. Si les Anunnaki étaient des extraterrestres, ayant visité la Terre puis repartis, comment des humains morts pourraient-ils les rejoindre? L'explication est simple. Le ciel et la terre n'étaient pas des planètes différentes. C'étaient des états d'êtres différents, des niveaux de pouvoir et d'autorité. Les Anunnaki descendaient en s'incarnant dans des fonctions terrestres. Les humains exceptionnels montaient en étant divinisés après leur mort. Cette fluidité entre divin et humain, cette perméabilité des frontières ontologiques, c'est ce qui distingue la religion sumérienne des monothéismes ultérieurs. Pour les Sumériens, les dieux n'étaient pas radicalement autres. Ils étaient ce que l'humanité pouvait devenir dans des circonstances exceptionnelles. Et l'humanité n'était pas radicalement séparée du divin. Elle était ce que les dieux avaient créé en se sacrifiant partiellement. Le sang du Dieu tué pour façonner l'humanité n'était pas une métaphore. C'était une affirmation théologique précise. Les humains possédaient une essence divine. Ils étaient capables de raisonnement, de créativité,
de jugement moral, parce qu'ils partageaient la substance même des Anunnaki. Cette cosmologie avait des implications pratiques révolutionnaires. Elle signifiait que les innovations humaines n'étaient pas des transgressions contre un ordre divin fixe. Elles étaient des manifestations de l'étincelle divine en chaque personne. Inventer un nouvel outil n'était pas défier les dieux. C'était honorer Enki, maître de la sagesse créatrice. Développer une nouvelle technique agricole n'était pas de l'hubris. C'était servir Enlil, organisateur de la civilisation. Cette vision théologique encourageait activement l'innovation. Elle sacralisait le progrès. Elle transformait chaque avancée technique en acte religieux. Et c'est là, dans cette fusion du sacré et du technique, du religieux et du pratique, que se cache le véritable secret des Anunnaki. Ils n'étaient pas des visiteurs ayant apporté la connaissance. Ils n'étaient pas non plus de simples personnifications poétiques des forces naturelles. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus sophistiqué. Une technologie cognitive, un système d'exploitation mentale permettant à une société de s'organiser à une échelle sans précédent, de coordonner des projets massifs, de préserver et transmettre des connaissances complexes, et surtout d'encourager l'innovation continue tout en maintenant la cohésion sociale. Les Sumériens n'ont pas reçu la civilisation, ils l'ont inventée, et leur plus grande invention n'était pas l'écriture ou la roue. Oubliez les extraterrestres, oubliez les vaisseaux spatiaux, oubliez les manipulations génétiques venues d'autres mondes. Les véritables prodiges de Sumer dépassent n'importe quelle fiction que Hollywood pourrait inventer. Car ce que les Sumériens ont accompli, ils l'ont fait avec de l'argile, du roseau, du cuivre et du génie humain brut. Pas de technologie avancée, pas d'intervention divine littérale, juste des cerveaux humains confrontés à des problèmes apparemment insolubles et trouvant des solutions si élégantes qu'elles nous servent encore aujourd'hui. Le mystère n'est pas qu'ils aient reçu ces connaissances. Le mystère est qu'ils les aient créées. Et ce mystère est 1000 fois plus fascinant. Commençons par l'agriculture. Le sud de la Mésopotamie était le dernier endroit où une civilisation aurait dû émerger. Pas de pluie fiable. Le Tigre et l'Euphrate inondaient de manière chaotique. Trop d'eau au printemps détruisait les semences. Trop peu en été desséchait les cultures. Le sol, bien que fertile en théorie, s'encroutait de sel après quelques saisons d'irrigation mal gérées. Les premières tentatives agricoles dans cette région auraient dû échouer. Elles auraient dû pousser les populations à migrer vers des terres plus clémentes. Au lieu de cela, les Sumériens ont transformé ce cauchemar écologique en grenier de la civilisation. Comment ? Ils ont inventé l'irrigation systématique. Pas des canaux improvisés creusés au hasard, un réseau hydraulique planifié à l'échelle régionale, des canaux principaux, longs de dizaines de kilomètres dérivant l'eau depuis les rivières, des canaux secondaires distribuant l'eau vers les champs individuels, des bassins de décantation permettant aux sédiments de se déposer avant que l'eau n'atteigne les cultures, des systèmes de drainage évacuant l'excès d'eau et empêchant la salinisation. Ce réseau exigeait une maintenance constante. Les canaux s'ensablaient, les digues s'effondraient, les écluses se brisaient. Une seule cité ne pouvait pas gérer un tel système. Il fallait une coopération entre plusieurs communautés partageant les mêmes cours d'eau. Il fallait des lois régissant les droits à l'eau. Il fallait des administrateurs surveillant la distribution équitable
L'irrigation sumérienne n'était pas seulement une prouesse d'ingénierie, c'était une révolution politique. Et cette révolution porta ses fruits de manière spectaculaire. Les champs irrigués sumériens produisaient des rendements que l'Europe n'égalera qu'au XIXe siècle. Un hectare de terre sumérienne générait jusqu'à 2500 kg d'orge par an. Cette productivité massive créait des surplus, et les surplus libéraient des humains du travail agricole. Pour la première fois dans l'histoire, des populations entières pouvaient se spécialiser. Des artisans à temps plein, des scribes professionnels, des prêtres dédiés exclusivement au culte, des marchands voyageant sur de longues distances, des soldats formés uniquement au combat. La spécialisation engendrait l'expertise. L'expertise engendrait l'innovation. L'innovation engendrait plus de surplus. Un cercle vertueux qui propulsa Sumer vers une complexité vertigineuse. Prenez la métallurgie. Le cuivre apparaît en Mésopotamie vers 4500 avant notre ère. Relativement facile à travailler. On le martèle à froid ou on le chauffe légèrement pour le rendre plus malléable. Mais le cuivre pur est mou. Une lame de cuivre s'émousse rapidement. Une hache de cuivre se déforme après quelques utilisations. Vers 3000 avant notre ère, les Sumériens découvrent le bronze. Mélangez 90 parts de cuivre avec 10 parts d'étain, chauffé à 1090 degrés, et vous obtenez un alliage révolutionnaire. Plus dur, plus résistant, capable de maintenir un tranchant acéré. Cette découverte ne fut pas un accident. Elle exigea des expérimentations systématiques avec différents minerais, différentes proportions, différentes températures de fusion. Mais voici ce qui rend cette innovation encore plus impressionnante. L'étain ne se trouve pas en Mésopotamie. Les sources les plus proches étaient en Afghanistan ou en Anatolie, à plus de 2000 km, ce qui signifie que les Sumériens ont dû établir des routes commerciales transcontinentales pour obtenir ce minerai rare. Ils ont traversé des déserts hostiles, franchi des chaînes montagneuses dangereuses, négocié avec des cultures étrangères, parlant des langues incompréhensibles, organisé la logistique pour transporter des centaines de kilogrammes de minerais sur des milliers de kilomètres, et tout cela pour obtenir un matériau qui représentait seulement 10% de l'alliage final. L'effort économique était colossal. Mais les Sumériens l'ont fait parce qu'ils comprenaient que la supériorité technologique valait n'importe quel prix. Le bronze leur donna des outils plus efficaces, des armes plus mortelles, un avantage compétitif écrasant. L'architecture sumérienne révèle une sophistication équivalente. Les ziggourats, ces temples à étages qui dominent l'horizon mésopotamien, ont fasciné les observateurs pendant des millénaires. Certains y voient des plateformes d'atterrissage pour vaisseaux extraterrestres. La réalité est plus impressionnante. Ces structures étaient des déclarations cosmologiques. Elles représentaient la montagne sacrée où ciel et terre se rencontraient. Leur construction exigeait une planification méthodique et une organisation logistique massive. La ziggourate de Ur, construite vers 2000 avant notre ère par le roi Ur-Nammu, mesurait 64 mètres de long, 45 mètres de large et 30 mètres de haut. Elle contenait environ 450 000 briques d'argile cuite. Fabriquer ces briques nécessitait des quantités astronomiques d'argile, d'eau et de combustible. Il fallait extraire l'argile des carrières, la transporter vers les ateliers, la mouler dans des formes standardisées,
la laisser sécher, puis la cuire dans des fours massifs à des températures précises. Chaque brique devait avoir les mêmes dimensions pour que la structure reste stable. Les Sumériens ont développé des systèmes de mesure standardisés garantissant cette uniformité. Ils ont inventé le contrôle qualité industriel. Et ce n'est pas tout. Les ziggourats n'étaient pas de simples tas de briques. Leur noyau contenait des briques crues moins coûteuses. Leur façade extérieure utilisait des briques cuites plus résistantes. Des canaux de drainage interne évacuaient l'eau de pluie pour empêcher l'effondrement. Des roseaux tissés entre les couches de briques renforçaient la structure. C'était de l'ingénierie sophistiquée, déguisée en monument religieux. Mais peut-être que le triomphe le plus remarquable de Sumer fut quelque chose d'immatériel. Ils ont inventé l'administration, pas le gouvernement dans son sens tribal traditionnel, où un chef commande par autorité personnelle. L'administration comme système impersonnel où les règles transcendent les individus. Les contrats sumériens survivent par milliers. Des accords de vente de terres, des contrats de mariage spécifiant les dots et les conditions de divorce, des prêts avec intérêts calculés précisément, des partenariats commerciaux définissant les parts de profit. Chacun de ces documents était gravé sur argile, signé par les parties impliquées et par des témoins, puis archivé dans les temples. Ces archives servaient de registres légaux. Si un différend surgissait, les juges consultaient les tablettes. Ce système créait quelque chose de révolutionnaire. La confiance institutionnelle. Avant Sumer, la confiance était personnelle. Vous faisiez des affaires avec votre famille, votre clan, les gens que vous connaissiez intimement. Les Sumériens ont permis à des étrangers de commercer en s'appuyant sur des contrats vérifiables. Un marchand de Ur pouvait prêter de l'argent à un fermier de Lagash sans jamais l'avoir rencontré, parce que le contrat était sanctionné par le temple et protégé par les tribunaux. Cette confiance institutionnelle permit l'expansion économique à une échelle impossible dans les sociétés tribales. Elle permit à des cités de milliers d'habitants de fonctionner sans se désintégrer en factions rivales. Elle transforma la Mésopotamie en une zone commerciale intégrée où les biens, les services et les idées circulaient librement. Et voici le paradoxe central. Chacune de ces innovations, prises isolément, est impressionnante mais compréhensible. Des humains intelligents, confrontés à un problème spécifique, trouvent une solution ingénieuse. L'irrigation, années d'expérimentation avec des canaux. Le bronze, essais et erreurs avec différents minerais. Les ziggourats, accumulation progressive de savoir architectural. Les contrats, évolution naturelle des coutumes commerciales. Mais toutes ces innovations apparaissent simultanément, sur quelques générations, dans la même région. C'est cette synchronisation qui défie les explications conventionnelles. Ce n'est pas qu'une innovation soit impossible, c'est que toutes émergent ensemble, comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'accélération civilisationnelle. La réponse ne réside pas dans les extraterrestres, elle réside dans la structure même que nous avons examinée. Les Anunnaki, pas comme donneurs de technologie, mais comme système organisationnel permettant l'innovation distribuée. Chaque dieu supervisait un domaine spécifique. Chaque domaine avait ses spécialistes. Chaque spécialiste était encouragé à perfectionner ses techniques parce que c'était honorer son dieu patron. Cette structure créait une compétition productive. Les forgerons de différentes cités rivalisaient pour produire le meilleur bronze. Les architectes innovaient pour construire les ziggourats
les plus impressionnantes. Les scribes développaient des systèmes d'écriture plus efficaces. Et parce que tout cela était sacralisé, les innovations étaient soigneusement documentées, préservées dans les temples, transmises aux générations suivantes. Les Sumériens n'ont pas juste créé des technologies, ils ont créé une machine à générer des technologies. Et cette machine s'appelait les Anunnaki. Alors, qui étaient vraiment les Anunnaki? Après avoir traversé les tablettes, démantelé les mythes modernes, examiné les preuves archéologiques et analysé la structure de la civilisation sumérienne, la réponse émerge avec une clarté cristalline. Ils n'étaient pas des extraterrestres descendus du cosmos pour éclairer des primitifs. Ils n'étaient pas non plus de simples métaphores poétiques pour des forces naturelles. Ils étaient quelque chose de beaucoup plus sophistiqué et, paradoxalement, de beaucoup plus humain. Ils étaient la plus grande innovation de Sumer. Une technologie sociale qui permit à des milliers d'humains de coopérer, d'innover et de construire la première civilisation. Les Anunnaki étaient le système d'exploitation de la complexité humaine. Pensez à ce que les Sumériens ont accompli. Ils ont transformé un désert hostile en terre d'abondance. Ils ont créé l'écriture à partir du néant, permettant à la pensée de transcender le temps. Ils ont développé les mathématiques, l'astronomie, la médecine, le droit. Ils ont construit des villes abritant des dizaines de milliers d'habitants. Ils ont établi des routes commerciales s'étendant sur des milliers de kilomètres. Ils ont inventé l'administration bureaucratique. Ils ont standardisé les poids, les mesures, le temps lui-même. Et ils ont fait tout cela avec de l'argile, du roseau, du cuivre et de la sueur humaine. Aucun vaisseau spatial, aucune technologie extraterrestre, juste des cerveaux humains fonctionnant à pleine capacité, libérés par un système organisationnel révolutionnaire. Ce système, incarné dans le panthéon des Anunnaki, résolvait le problème central de toute civilisation naissante. Comment coordonner des milliers d'étrangers vers des objectifs communs? Les sociétés tribales reposaient sur la parenté. Vous coopériez avec votre famille parce que vous partagiez du sang. Mais Sumer dépassait l'échelle tribale. Uruk contenait des populations venues de dizaines de villages différents, sans lien de parenté directe. La famille ne suffisait plus comme col social. Les Sumériens ont inventé quelque chose de nouveau, une parenté cosmique. Tous les humains étaient les créations des Anunnaki, façonnés du même sang divin. Tous servaient les mêmes dieux. Tous participaient aux mêmes rituels. Cette identité partagée transcendait la tribu. Elle créait ce que nous appellerions aujourd'hui une identité civique. Vous n'étiez plus simplement membre du clan d'Enlil ou de la famille d'Enki. Vous étiez sumérien. Et cette identité portait des obligations. Servir les Anunnaki signifiait maintenir les canaux d'irrigation, contribuer aux projets de construction monumentale, respecter les contrats, payer les taxes au temple, participer aux festivals religieux. Chacune de ces actions, bien que pratique, était simultanément sacrée. Le travail devenait culte, l'obéissance civique devenait piété. Cette fusion éliminait la distinction entre sphère publique et sphère religieuse. Elle rendait la civilisation elle-même sacrée, et en rendant la civilisation sacrée, les Sumériens la rendaient durable. Vous ne pouviez pas simplement abandonner vos responsabilités civiques quand elles devenaient inconfortables. Ce serait offenser les dieux. Ce serait risquer la colère cosmique. La religion sumérienne n'était pas l'opium du peuple.
C'était l'architecture qui maintenait l'édifice civilisationnel debout. Mais les Anunnaki n'étaient pas seulement un outil de contrôle social. Ils étaient également un moteur d'innovation. Parce que chaque domaine d'activité avait son dieu patron, perfectionner ce domaine était un acte religieux. Les forgerons innovaient pour honorer le dieu de la métallurgie. Les scribes développaient des systèmes d'écriture plus efficaces pour servir Nidaba. Les astronomes observaient les cieux avec une précision obsessionnelle, parce que comprendre les mouvements célestes, c'était comprendre les Anunnaki eux-mêmes. Cette sacralisation de l'expertise encourageait la spécialisation profonde. Elle créait une culture où devenir maître de son art était le plus haut accomplissement spirituel. Et les maîtres formaient des apprentis, transmettant leurs connaissances dans un système d'éducation informel, mais rigoureux. Les Anunnaki garantissaient que chaque génération héritait des innovations de la précédente et les dépassait. Comparez cela aux civilisations qui ont émergé sans ce système intégré. L'Égypte ancienne, contemporaine de Sumer, a développé sa propre grandeur. Mais la religion égyptienne était centrée sur le pharaon comme intermédiaire unique entre Dieu et humain. Cette structure créait un goulot d'étranglement. Toute innovation devait recevoir l'approbation royale. Les scribes égyptiens ont maintenu le même système d'écriture hiéroglyphique pendant 3000 ans, avec très peu de modifications, parce que le changer aurait remis en question l'autorité traditionnelle. Sumer, avec ses multiples Anunnaki, supervisant des domaines différents, permettait des innovations parallèles. Pas de goulot d'étranglement unique, pas de monopole de l'autorité divine, une pluralité de voies vers le sacré, donc une pluralité de voies vers le progrès. Et voici ce qui est vraiment stupéfiant. Nous vivons encore dans le monde que Sumer a créé. Chaque fois que vous regardez une horloge et voyez 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure, vous utilisez les mathématiques sumériennes. Chaque fois que vous divisez un cercle en 360 degrés, vous héritez de leur astronomie, les contrats que vous signez, les lois qui vous gouvernent, les institutions bureaucratiques qui organisent la société moderne, tous descendent en ligne directe de l'administration sumérienne. L'alphabet que vous lisez a évolué à partir de l'écriture cunéiforme à travers une chaîne de transformation. Même notre division du temps en jours de la semaine, en mois de l'année, reflète les calendriers lunaires que les Sumériens ont perfectionnés. Ils n'ont pas simplement créé une civilisation. Ils ont créé le prototype de toute civilisation ultérieure. Pourtant, nous avons oublié cette dette. Demandez à 100 personnes qui a inventé l'écriture, et 99 citeront les Égyptiens. Demandez qui a créé les premières lois, et ils nommeront Hammurabi, ignorant qu'il a copié et étendu le code d'Urnammu, plus ancien de 3 siècles. Demandez qui étaient les Anunnaki, et ils répéteront les théories extraterrestres sensationnalistes ou hausseront les épaules avec indifférence. Nous avons permis à Hollywood et aux charlatans pseudo-scientifiques d'enterrer la véritable histoire sous une montagne de fiction. Et en faisant cela, nous avons perdu quelque chose de crucial. Nous avons perdu la leçon la plus importante que Sumer peut nous enseigner. Les humains, travaillant ensemble avec intelligence et détermination, sont capables de réalisations qui semblent impossibles. Nous n'avons pas besoin d'intervention extraterrestre. Nous n'avons jamais eu besoin d'aide cosmique. Nous avons toujours été suffisants.
Mais pourquoi sommes-nous si attirés par les théories extraterrestres? Pourquoi voulons-nous tellement croire que nos ancêtres étaient trop primitifs pour accomplir ce qu'ils ont manifestement accompli? La réponse est inconfortable. C'est plus facile psychologiquement d'attribuer nos réussites à des forces extérieures que d'accepter notre propre potentiel. Si des aliens ont construit les pyramides, alors nous ne portons pas la responsabilité de construire nos propres merveilles. Si des dieux cosmiques ont donné la civilisation à Sumer, alors nous ne sommes pas coupables de laisser notre propre civilisation stagner. Les théories extraterrestres nous offrent une excuse commode. Elles nous permettent de nous émerveiller devant le passé, sans nous sentir obligés d'égaler ses accomplissements. C'est une abdication déguisée en ouverture d'esprit. Mais les Sumériens ne nous offrent aucune excuse. Ils nous regardent à travers les millénaires et nous défient. Ils disent « Nous avons créé tout cela avec presque rien, avec de l'argile molle et des roseaux fragiles, avec une terre inhospitalière et des rivières capricieuses, avec des outils en pierre et en cuivre. Nous n'avions aucun avantage. Nous n'avions que nos cerveaux, nos mains et notre volonté de coopérer. Et nous avons changé le monde. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de même? Cette question résonne avec une force particulière aujourd'hui, alors que nous possédons des technologies que les Sumériens n'auraient jamais pu imaginer. Ordinateurs, Internet, voyages spatiaux réels, intelligence artificielle, modification génétique. Si les Sumériens ont créé la civilisation avec de l'argile, que devrions-nous être capables de créer avec nos ressources? Peut-être que c'est la vraie raison pour laquelle les Anunnaki nous fascinent tellement. Pas parce qu'ils étaient des extraterrestres, mais parce qu'ils représentent ce que nous avons perdu. Une vision du monde où le sacré et le pratique s'entremêlent, où travailler est un acte de dévotion, où innover est honorer le divin, où la communauté transcende l'individu, mais ne l'écrase pas. Les Sumériens n'ont pas créé une utopie. Leur société avait des esclaves, des guerres, des injustices. Mais ils ont créé quelque chose que nous peinons encore à accomplir. Une structure qui canalisait l'énergie humaine vers des projets collectifs massifs tout en encourageant l'excellence individuelle. Une structure qui préservait les connaissances à travers les générations tout en permettant l'innovation continue. Une structure qui maintenait l'ordre social tout en restant adaptable face aux défis changeants. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un affirmer que les Anunnaki étaient des extraterrestres, rappelez-vous ce que vous savez maintenant. Rappelez-vous les tablettes qui parlent de Dieu mangeant, buvant et se plaignant de creuser des fossés. Rappelez-vous que chaque innovation sumérienne, de l'écriture au bronze, peut être tracée à travers des étapes de développement humain compréhensibles. Rappelez-vous que l'absence de preuves extraterrestres est assourdissante. Aucun artefact inexplicable, aucun matériau impossible, aucune technologie dépassant ce que des humains intelligents peuvent accomplir avec les ressources disponibles. Et surtout, rappelez-vous que la véritable histoire est plus inspirante que n'importe quelle fiction. Les Anunnaki n'étaient pas des visiteurs cosmiques. Ils étaient nous, notre ingéniosité, notre capacité à créer des systèmes qui nous transcendent, notre refus d'accepter les limites que là nous impose. Ils étaient la preuve que l'humanité, quand elle choisit de coopérer, est capable d'impossibilités. Cette leçon, gravée dans l'argile il y a plus de 4000 ans, attend toujours que nous la réapprenions.